Renaître chaque jour. S'accorder au diapason de la vie. Par Jiddu Krishnamurti. Édition Pocket, Presse du Châtelet, 2015. Extrait d'une conférence donnée à Paris le 16 mai 1965 par Jiddu Krishnamurti. Dans le miroir des mots. Nous traversons la vie en créant des problèmes sans jamais les résoudre. Nous les trouvons si difficiles, si compliqués et parfois si subtils que nous les évitons de mille manières. La religion, l'alcool, le sexe et tout un réseau d'échappatoires inventés par les hommes. Et il me semble que, à moins de résoudre tous nos problèmes psychologiques, nous serons toujours dans un état de confusion et de détresse, constamment en proie au doute, dévorés par le désir de certitude, de stabilité, de sécurité. Il est donc vraiment nécessaire de résoudre nos problèmes humains. Des problèmes, nous en avons, économiques, sociaux, émotionnels, intellectuels et religieux. Nous vivons dans différents compartiments séparés et chaque division, chaque fraction, chaque fragment entraîne son ou ses problèmes particuliers. Ces problèmes, nés d'une fragmentation de nos esprits, sont naturellement en contradiction les uns avec les autres. L'un veut se réaliser intellectuellement, devenir célèbre en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, etc. Et ce besoin d'accomplissement personnel contredit toutes les autres formes d'existence. Nous sommes incertains et nous cherchons la certitude, la permanence. Nous voulons comprendre l'immortalité et pourtant la vieillesse arrive doucement et nous nous desséchons émotionnellement et psychologiquement autant que physiquement. Tout au long de notre vie, même si nous jouissons d'une aisance financière, même si nos relations avec autrui sont bonnes, nous avons des problèmes. Faute de les résoudre totalement, et il est possible de les résoudre totalement, peu importe notre habileté, nos doses intellectuelles, nos brillants arguments et tout notre talent. Ces problèmes dévoreront nos esprits et nos cœurs. Alors, pour être un être humain qui vit dans ce monde sans s'en évader, ni dans un monastère, ni dans une retraite chimérique ou mythique, ni dans une croyance, un dogme ou des rituels, ni dans quelque vision imaginaire et absurde, comment un tel individu peut-il dégager son esprit de tous les problèmes, redevenir frais, jeune, innocent? Pour comprendre ce dont nous parlons, on doit écouter, et il est extrêmement difficile d'écouter vraiment. C'est un art, et nous n'écoutons jamais. En ce moment même, vous n'écoutez pas vraiment ce qui se dit. En réalité, vous avez vos opinions, vos jugements, vos échelles de valeurs, vos conclusions et aussi certaines idées quant à la réputation de l'orateur. Vous êtes dans l'expectative. Vous attendez quelque chose et cette attitude vous empêche d'écouter vraiment. C'est évident. Tout cela fait écran et vous empêche d'écouter de tout votre cœur. Ce n'est que lorsque vous écoutez sans effort, sans tension, sans approuver ni désapprouver, mais en observant, en voyant le fait, sans y introduire votre opinion, vos conclusions, vos conceptions intellectuelles, vos formules toutes faites, c'est seulement alors, me semble-t-il, que l'on peut réellement écouter calmement, aisément, pénétrer ce qui est dit et découvrir soi-même si c'est vrai ou faux. Et il me semble capital de réaliser ceci si nous voulons communiquer. Après tout, si nous sommes ici, c'est pour communiquer, être en communion. Vous n'êtes pas venu m'écouter parler pour repartir avec votre approbation ou votre désaccord, plein d'opinions, de critiques et tout le reste.
Vous et moi sommes ici pour pénétrer ensemble l'extraordinaire problème de la vie. Pour communiquer, nous devrons employer des mots, mais aussi comprendre le sens des mots. Garder à l'esprit que le mot n'est pas la chose. Le mot n'est jamais la chose. Et aussi, dans cette écoute, prendre conscience de vos propres préjugés, de vos interrogations, de vos marchandages, de vos illusions, de toute la structure psychologique à travers laquelle vous écoutez. C'est vraiment un art, probablement l'art le plus exigeant que d'observer, que d'écouter, mais aussi d'apprendre. Apprendre n'a rien à faire avec le savoir. Il est très facile d'accumuler des connaissances, de collecter des informations à partir de l'expérience, de lecture, de réaction. On les emmagasine, puis l'on agit d'après ce savoir. C'est ce que nous faisons pour la plupart. Mais apprendre est quelque chose de tout différent. L'instant où l'on a appris est passé. C'est déjà du savoir. Apprendre est un processus permanent, un mouvement sans la moindre accumulation. Presque tous, nous envisageons chaque problème au travers de ce que nous savons déjà, en usant de notre capital de connaissances, de souvenirs, d'expériences, de conditionnements, et ainsi, nous nous empêchons nous-mêmes d'apprendre du problème. Apprendre est un acte au présent actif. C'est un verbe. Apprendre, c'est un mouvement. Mais ce qui a été appris devient tout de suite une chose statique. Si nous pouvons écouter ainsi, écouter non seulement ce que dit l'orateur, mais tout ce qui se présente dans la vie, la voix de nos propres besoins, de nos exigences, les suggestions de nos désirs, de nos envies, et écouter l'autre aussi, le mari, la femme, l'enfant, le voisin, alors l'esprit s'aiguise, devient clair, s'occupe des faits sans l'émotion des opinions et des préjugés. Et peut-être pouvons-nous alors commencer à comprendre les problèmes très complexes que renferme la vie. Nous vivons fragmentés. Il y a le fragment de la prétendue vie spirituelle, celui de l'intellect, celui des émotions, celui des sens physiques. Ces fragments divisent notre esprit en autant de compartiments étanches qui ont si peu de rapport qu'il règne entre eux un conflit permanent. Conflit que nous cherchons à éviter par l'évasion. Pour comprendre quoi que ce soit, on doit regarder le fait, entrer en contact direct et immédiat avec le fait. Or, nous n'entrons pas en contact avec le fait parce que nous voulons soit l'analyser, soit l'éluder, soit découvrir sa cause, ou alors nous nous évadons complètement pour vivre une existence très très superficielle, en nous contentant de petites choses de la vie bourgeoise que mènent la plupart d'entre nous. La question est de savoir s'il est possible d'entrer directement en contact avec un problème. Si nous pouvons avoir un contact direct, réellement direct avec quelque chose, peut-être pourrons-nous comprendre l'entière signification de ce fait. Mais peut-être n'avons-nous jamais été en contact direct avec un fait, sauf peut-être physiquement, sensoriellement. J'ai touché ce microphone, c'est un contact direct. Ici, rien. Aucune conclusion verbale ne m'empêche d'entrer directement en contact. Mais entrer en contact, en communion avec soi-même de façon aussi directe, avec tous les problèmes qui se posent à l'être humain, est sans doute fort difficile. Par conséquent, non seulement ils se multiplient et grandissent, mais ils prennent racine dans l'esprit. L'esprit se comporte comme un terreau où tous les problèmes accumulés depuis l'enfance subsistent. S'il vous plaît, ne faites pas qu'écouter des mots. Ils n'auraient aucun sens. Le vrai sens des mots que vous écoutez est de vous mettre en contact direct avec vos propres problèmes. Je veux dire que vous vous servez des mots comme de miroirs ou prendre conscience de vous-même, de vos problèmes. S'il y a cette prise de conscience, ce contact direct avec vos problèmes,
cette causerie aura du sens. Sinon, si vous la considérez comme un exercice intellectuel, purement verbal, vous repartirez les mains vides ou avec quelques scories sans valeur. J'espère donc que vous êtes en train d'écouter, non pour recueillir de l'information, mais pour entrer vraiment en contact direct avec vos propres problèmes, ceux de l'être humain. Pour entrer en contact avec un problème comme l'on touche physiquement un objet, que ce problème soit d'ordre intellectuel, émotionnel, psychologique, physique ou dit spirituel, on doit d'abord évidemment comprendre le sens et la signification des mots, car les mots nous empêchent d'entrer en contact avec la réalité. Si l'on est anxieux, plein de ce sentiment de culpabilité, de peur et de découragement qu'est l'anxiété, on doit, pour prendre réellement contact avec ce sentiment, comprendre le sens de ce mot, anxiété, car c'est le mot qui engendre le sentiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme les mots provoquent certains sentiments. Il faut donc bien connaître le sens exact du mot. Lorsque l'on est bien clair sur le mot, lorsque l'on voit que le mot n'est pas la chose, que le mot anxiété n'est pas le fait, on est plus ou moins en contact avec le sentiment réel. J'espère que c'est clair. Peu importe. Nous en reparlerons. Il nous faut comprendre le mot, voir comment le mot crée, commande ou colore le sentiment. Mais il faut aussi voir que le mot n'est pas la chose, que le mot n'est pas le sentiment. Pour beaucoup d'entre nous, le mot est le sentiment. Mettre un mot sur le sentiment est un réflexe instantané. Donc si l'on souhaite entrer en contact direct avec le fait, on doit voir la signification, l'importance, la nature et le sens du mot. Il faut aussi être conscient des évasions. Si un problème est aigu et intense, c'est tout de suite qu'il requiert toute notre attention. Et comme pour la plupart nous refusons de vivre avec une telle intensité, les problèmes augmentent, se multiplient et s'enracinent. Il faut donc être conscient à la fois du mot et de la façon dont l'esprit s'échappe. Nous sommes très doués pour échapper à la vie. Nous avons l'Église, la littérature, nos propres expériences, notre savoir, nos manières personnelles de voir l'existence et diverses formes de dérobade psychologique, donc nous ne sommes jamais en contact direct avec le fait. Nous pensons qu'arriver à comprendre la cause d'un problème, c'est l'avoir résolu, ou que l'analyser, c'est le comprendre. Mais en est-il ainsi ? Je connais la cause de la peur et de l'anxiété. Connaître la cause devrait donc m'empêcher d'avoir peur ou d'être anxieux. Je peux aussi analyser la nature de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, et pourtant mon esprit n'en est pas débarrassé. Un simple examen, une analyse, la recherche de la cause ne libère pas l'esprit du fait. Mon enquête, mon analyse deviennent une fuite devant le fait. Si l'on veut réellement résoudre l'ensemble des problèmes de la vie, on doit entrer directement en contact avec les problèmes. Et entrer directement en contact signifie comprendre le mot, mais aussi comprendre la nature de l'évasion. Nous traitons de cette question parce qu'il me semble qu'un esprit pris dans un problème, quel que soit ce problème, est un esprit atone, qui a peur de la mort, de la vieillesse, de tant de choses. Un esprit peureux, ou qui accepte sans lutte n'importe quelle condition de vie, devient vite incohérent, amorphe, insensible. Avez-vous remarqué combien l'esprit devient incroyablement inefficace, embrouillé et stupide quand il a peur ? Et nous avons tous peur de tant de choses, de vivre, de mourir, du voisin, de perdre notre emploi, de ne jamais connaître un moment de plénitude. Ces innombrables frustrations créent la peur et celle-ci devient un problème très grave, dont on est conscient ou inconscient. Consciemment, on a la capacité de résoudre la peur, de la fuir, de l'étouffer, de la rejeter.
mais elle est toujours là. Et pour l'approcher d'assez près, pour pouvoir l'empoigner, il faut, nous venons de le dire, comprendre la nature du mot et la nature de l'évasion. Nos problèmes ne cessent de croître. Bien que nous jouissons d'une certaine sécurité matérielle, d'une protection sociale, notre psychologie est en grande partie encore animale. Et tant que nous ne comprendrons pas toute la structure psychologique de la société, et notre propre structure psychologique, qui en fait partie, notre esprit ne sera jamais libre. Il demeurera toujours torturé par la peur. C'est pourquoi il me semble qu'un être humain, suffisamment mature, qui voudrait aller très loin non pas dans la lune, mais en lui-même, afin de découvrir ce qui est vrai, doit avoir un esprit très clair, non contaminé, sans tache. Et un esprit ne peut être limpide et clair que s'il est libre, libre de la peur par exemple. C'est à ce moment-là seulement que l'on peut découvrir sans doctrine, sans croyance, sans effort, ce qu'est la vérité. Si nous sommes tant soit peu sérieux, notre premier objectif devrait être, je pense, de poursuivre cette question. L'esprit peut-il jamais se libérer des problèmes? Peut-on vivre dans le monde, aller au bureau tous les jours, être marié, avoir des enfants, ou être célibataire, bref, avoir tous les tracas de l'existence, je n'entre pas dans les détails, peut-on vivre dans ce monde du XXe siècle, avec ses fabuleux progrès techniques, et vivre une existence sans un seul problème? Cela me semble la chose essentielle, parce que tout esprit qui a un problème est en état de conflit. Problème veut dire conflit. L'esprit peut-il être actif, énergique, efficace, clair, vivant, sans effort, c'est-à-dire sans problème? Si vous êtes constamment dans l'effort, peu importe dans quelle direction et à quel niveau, cet effort abattit l'esprit, qui devient incapable d'appréhender la vie. Et la vie, sans arrêt, dégorge des problèmes. J'appelle problème quelque chose que nous ne comprenons pas, une provocation à laquelle nous répondons d'une manière inadéquate, insuffisante, sans lui accorder notre pleine attention, ce qui crée une contradiction entre la provocation et la réponse. Quand la réponse est adéquate, il n'y a pas de problème. Mais vivre en répondant d'une manière adéquate à chaque provocation demande de l'esprit qu'il ne soit pas constamment en guerre. Nous devons prendre conscience que, en plus des provocations, des exigences et des interrogations du conscient, il existe des défis, des expériences auxquelles nous répondons inconsciemment. Je n'aime pas trop le mot inconscient. C'est vrai, l'un des plus vides de sens que l'on puisse employer. L'inconscient me semble insignifiant et on lui accorde une telle importance. L'inconscient est ce que nous sommes. L'inconscient est le passé, les traditions, les divers agrégats du savoir, d'expérience, l'hérédité raciale, plus tout ce que l'on nous a appris. C'est cela l'ensemble de la conscience, mais nous n'en connaissons que certaines parties et pas d'autres. Nous connaissons la partie consciente parce que c'est la seule que nous utilisons dans nos activités quotidiennes, dans notre vie professionnelle, etc. L'autre partie est endormie et nous la laissons soigneusement de côté. Mais l'éveil à la conscience totale est de ne pas donner de continuité au passé, à l'inconscient. Beaucoup d'entre nous vivent en rêvant. Nous ne sommes pas conscients du contenu global de nos rêves. Nous vivons à un certain étage, dans un certain secteur. Et ce secteur, ce fragment, en réagissant à une provocation, ne peut que créer la contradiction. Il faut que la réponse à une provocation soit totale pour qu'il n'y ait pas de contradiction et donc pas de problème. Donc, notre question est celle-ci. Nous est-il possible, à nous les humains,
ayant vécu 2 millions d'années et peut-être plus, ayant un passé historique extraordinaire, que nous soyons français, anglais, indiens ou autre chose, avec tout notre capital de savoir et d'expérience, nous est-il possible d'être libre de tout cela, de tout ce passé, et de faire face aux défis qui se posent toujours dans le présent? Sinon, la vie ne sera jamais qu'un conflit effrayant, un calvaire, une incohérence. Vous pouvez prier tous les dieux que l'homme a inventés, vous précipiter vers toutes les religions organisées, les croyances et les rituels, vous ne résoudrez jamais le problème de cette façon. Autant vous mettre à boire. Ce qui est important, c'est de comprendre toute cette structure. Ce n'est pas une démarche intellectuelle, c'est la prise de conscience totale de l'ensemble, le passé, le présent, sans dérobade, en étant en contact direct avec elle. Alors peut-être saurons-nous ce que c'est que vivre. Cette découverte, nous la ferons tout seuls, en qualité d'être humain, nous en tant qu'individu, car l'être humain est plus important que l'individu. L'être humain est la somme de 2 millions d'années, avec tout ce qu'il a collecté. Il n'est pas un individu isolé dans son petit coin. Alors peut-être saurons-nous, par nous-mêmes, comment vivre une vie sans conflit, et en cela, il y a une grande beauté. Seul un esprit qui s'est libéré de tout problème, et par conséquent de tout effort, seul cet esprit peut découvrir une chose qu'il n'a pas projetée, une chose qui n'est pas qu'un mot, qu'un sentiment, qu'une émotion. Peut-être avez-vous maintenant des questions à poser. Question d'un auditeur. Que pouvons-nous faire pour être conscients et attentifs? Je ne crois pas que vous puissiez faire quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être attentif à votre inattention. Comprenez-vous? Si vous essayez d'être attentif, si vous essayez d'être conscient, cela devient un conflit, une bataille, une démarche qui implique le temps. Je n'examinerai pas ici la question du temps, je le ferai un autre jour. Ce que beaucoup d'entre nous désirent, c'est une continuité. Nous pensons, si je pouvais être attentif tout le temps, je résoudrais mes problèmes. Mais nous ne sommes pas attentifs tout le temps, c'est impossible. Nos nerfs ne le supporteraient pas. Notre cerveau physique lui-même est incapable d'être constamment sur le qui-vive. Mais si l'on est attentif à l'inattention, je dis bien totalement attentif à l'inattention, on peut découvrir tout naturellement comment l'attention se produit sans qu'on la cherche. Ne dites pas « je vais essayer ». Faites-le. Observez votre propre inattention, celle qui provoque le conflit. Ce n'est que l'inattention qui crée des problèmes, n'est-ce pas? Si je suis attentif, même pour une minute, dans cette minute d'attention, il n'y a pas de problème. Le problème n'existe simplement pas. Ce que j'entends par être attentif, c'est non seulement l'être avec les nerfs, le corps, les yeux, les oreilles, mais aussi avec votre esprit, votre sensibilité. Et en cet instant de complète attention, rien n'a été expérimenté. Il n'y a donc pas d'expérimentateur. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas attentifs à l'inattention, et cela crée des conflits. Lorsque nous sommes inattentifs, nous disons des choses que nous ne pensons pas, nous faisons des choses sans conviction, nous réagissons selon notre conditionnement. C'est cette inattention qui crée les problèmes. Mais lorsque l'on est attentif à l'inattention, cette inattention n'engendre aucun problème. Question d'un auditeur. Même si l'esprit est fragmenté, n'y a-t-il pas une relation? Beaucoup d'interactions entre les différents fragments?
Ne s'influencent-ils pas les uns les autres? C'est certain, ces fragments s'influencent mutuellement. Ils ont beaucoup d'interactions, n'est-ce pas évident? Oui, mais quand vous parliez des difficultés qui surgissent, matérielles, émotionnelles, sociales, vous en parliez comme si la solution était une chose compartimentée. Si j'ai dit cela, c'est que je me suis mal exprimé. C'est tout autre chose que je veux dire. D'abord, je ne suis pas une autorité. Si vous me prenez pour une autorité, nous ne nous comprendrons pas. Mais si vous et moi essayons de nous comprendre l'un l'autre, notre relation sera tout autre. Et ne prenez pas juste une partie d'un énoncé pour me lancer la balle. Nous sommes des êtres humains, tous divisés en fragments reliés entre eux et qui s'influencent les uns les autres. Si nous sommes très intellectuels, nous traduisons toute la vie en termes de l'intellect, et cet intellect est relié aux autres facteurs. Si nous sommes très émotifs, nous usons aussi de ce processus fragmentaire, tout en sachant que les fragments sont reliés entre eux. Nous donnons la priorité à un fragment qui ensuite domine notre vie. Tout ce que je dis, c'est que tant que nous vivons dans ces divisions, dans ces compartiments, dans ces petits morceaux, même s'ils sont reliés entre eux par de subtiles voies de communication, notre vie devient une vie de contradiction, une vie d'hypocrisie, donc une bataille, un conflit. Je souligne que nous ne pouvons être totalement des êtres humains que s'il n'y a aucun conflit, d'aucune sorte, en nous. Alors nous aurons un esprit capable d'aller très loin, sans projeter d'illusions. Puis-je poser une question? Vous m'avez écouté pendant 45 minutes. Beaucoup, en tout cas, certains d'entre vous, comprennent l'anglais. Pendant ces 45 minutes, que vous est-il arrivé? Il me semble beaucoup plus important que vous vous interrogiez sur ce point que de me poser des questions. En vérité, non pas en théorie, non pas en tant que problème ou en tant qu'hypothèse. Que s'est-il passé en vous? C'est la seule chose qui importe. Je vous pose cette question et j'espère que vous ne la trouverez pas impertinente. Je la pose parce que je trouve qu'il est important pour chacun de nous de découvrir si un entretien de cette sorte, que vous pouvez appeler conversation ou conférence, cela importe peu. Tout ceci est très informel. Si une réunion comme celle-ci a assez de sens, assez de vitalité pour secouer notre esprit et lui faire voir quelque chose de neuf, autrement, ces entretiens seraient vains. Nous pourrions indéfiniment empiler des mots, écrire, lire, écouter. Si toutefois on écoute de la façon que j'ai décrite, sans effort, avec clarté, l'écoute elle-même est le véhicule de l'action. Vous n'avez pas à intervenir, le fait d'écouter est action. C'est comme voir quelque chose, comme regarder une fleur. Nous ne voyons jamais vraiment une fleur, car nous la regardons avec notre esprit, nos idées, nos opinions, nos connaissances botaniques. C'est donc la pensée qui regarde. C'est moins l'œil que la pensée. Nos pensées, nos idées, nos opinions, nos jugements, notre savoir botanique interviennent dans notre vision. Ce n'est que lorsqu'on regarde complètement une chose que l'on est en contact direct avec elle. Mais regarder complètement exige une grande énergie. Répéter des mots et encore des mots ne crée pas d'énergie. Ce qui engendre de l'énergie, c'est cette façon totale d'observer, d'écouter, d'apprendre sans l'intervention d'un observateur. Il n'y a que le fait, il n'y a pas d'expérimentateur qui regarde le fait. Question d'un auditeur. Cela signifie-t-il que quand vous prenez contact avec des objets, des faits, des problèmes, il n'y a rien d'autre à faire que de les accepter tels qu'ils sont?
Monsieur, si vous regardez quelque chose à partir du silence, je ne sais pas si cela vous est arrivé, si vous regardez votre femme, votre mari, une fleur, n'importe quoi, sans l'intervention du passé en tant que savoir, idée, conclusion ou expérience, vous êtes directement en contact avec le fait. Ne vous occupez pas de savoir s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas. Si vous regardez avec une telle intention, vous découvrez que celui qui expérimente et la chose expérimentée n'existent pas. Il n'y a pas de centre à partir duquel vous regardez. Vous avez certainement déjà ressenti ce phénomène très simple. Lorsque vous regardez une chose très belle, cette chose que vous appelez belle évacue pour une seconde toutes vos pensées et vous êtes uniquement absorbé par cette beauté, par ce sens d'immensité. La montagne, le lac, peu importe, vous a absorbé. Pendant une seconde ou deux, vous n'êtes pas là. Seule cette chose existe. Cette chose vous a absorbé, vous a poussé de côté, vous a mis KO, si je puis dire. Mais observer sans que la vision vous absorbe est une autre affaire. Si vous pouvez regarder en étant complètement attentif chaque problème qui surgit, vous découvrirez qu'il n'y a ni observateur, ni chose observée. Il n'y a qu'une attention dépourvue de centre. Mais alors, il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. Mais ceci demande à être approfondi. Nous examinerons peut-être la prochaine fois toutes les questions de l'effort. Question d'un auditeur. Comment définissez-vous le mot « fait » ? Comment j'ai défini le mot « fait » ? Je peux l'expliquer en mots, mais ne nous lançons pas dans les définitions. Le dictionnaire définit le fait comme ce qui peut être observé, constaté, expérimenté par tout le monde. Le microphone est là, c'est un fait. Mais en quoi consiste le fait lorsque je suis en colère ? Il ne s'agit pas de la personne qui m'a mis en colère, ni de ma réaction à cette colère en tant qu'être humain conditionné. Le fait est ce qui est, la colère. Et le mot « colère » sert à reconnaître ce fait. J'emploie le mot pour définir, pour cataloguer un certain sentiment que j'appelle colère. Donc, il y a l'effet physique, l'effet psychologique, peut-être des concepts intellectuels que nous appelons des faits. Mais quand on observe l'un de ces faits, on doit forcément réagir. On ne peut pas simplement s'asseoir et regarder. C'est vrai. Quand on observe un fait, il y a des réactions à ce fait. Vous me dites quelque chose qui me heurte ou qui me fait plaisir. Si je ne réagis pas, bien sûr, je suis un mort-vivant, je suis paralysé. Si vous me traitez d'idiot, je dois réagir, c'est-à-dire que je dois observer le fait qui se présente et ne pas me contenter de vous retourner que vous en êtes un autre. Au travers de ma réaction, j'observe ce qui est vraiment le fait. Il se peut que je sois idiot, c'est même probable. Donc je regarde pour découvrir si c'est réellement un fait, pas pour alimenter ma réaction.